Radio J. Les chansons de ma vie, Frédéric Zetoun. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous des chansons de ma vie sur Radio J. Mon invité aujourd'hui fait partie intégrante de nos vies depuis plus de 40 ans. Il est comédien, humoriste, auteur et réalisateur de films. La toute première fois où je l'ai vu sur scène, ça a été pour moi, comme pour des milliers de gens, un véritable choc. J'avais 19 ans, c'était dans un tout petit théâtre et il jouait un spectacle qui s'intitulait Albert. Ce soir-là, j'ai immédiatement pensé que la communauté séfarade avait trouvé son Marcel Pagnol et sa poésie. C'est monsieur Michel Boujna que je suis très heureux de recevoir aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est beau cette introduction. C'est Michel. Mais quel kiff, ça c'est une introduction. N'est-ce pas? Ouais. Et on sent que c'est bossé quand même. Mais en plus, magnifique. Et c'est totalement sincère. Vous étiez au centre Rachi, j'avais 19 balais, j'étais en première année de fac, et on m'avait dit, tu connais pas ce mec, il joue un truc qui s'appelle Albert, il faut que tu ailles voir ça. Et mes parents étaient venus vous voir au Lucernaire avant. Et donc je suis venu et j'ai pris une claque, et je dis, bah voilà, là, nous les séfarades, on a enfin notre poète, celui qui va écrire les plus belles pages de notre histoire. C'est gentil. Comment allez-vous, Michel? Je vais comme je peux. C'est-à-dire? Avec ce que j'ai. C'est-à-dire pas grand-chose. Je vais pas grand-chose. Vous avez un nouveau spectacle qui démarre. Oui. Non, tout va bien. J'ai fini il y a pas longtemps l'Avare. Oui. Qui a été une énorme aventure. Et évidemment, je suis fou de joie de revenir chez moi, je dirais. Au Théâtre de la Madeleine. Oui, au Théâtre de la Madeleine et avec les Magnifiques et avec les Adieux des Magnifiques, parce que c'est vrai que c'est sûr que c'est la dernière fois que je jouerai les Magnifiques et que c'est cette version-là, elle est très importante pour moi. D'abord parce que c'est la dernière fois que je vais les jouer, et ensuite parce que j'ai découvert en travaillant que la confrontation de Maxo, Julot et Guigui avec leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants est d'une violence incroyable. Alors c'est très drôle. Parce que par exemple, quand il y en a un qui parle à Maxo avec le langage des jeunes d'aujourd'hui... Il comprend pas, le malheureux. Quoi, il comprend pas? Il va se suicider. Il dit, il y a un bail chelou. D'accord. Il y a un bail chelou, je craque pour une go. Mais elle est avec mon meilleur sauce, Pépé. L'autre, il lui dit... il dit, et mon rep, il est copain avec son baron. D'accord. Son daron. Et mon père est copain avec son père. Voilà. Et si jamais ils apprennent qu'il y a un bail chelou, ça va partir en couille. Et Maxo, il lui dit, I'm sorry, I don't speak English. Le seul mot que j'ai compris, c'est couille. Je savais pas que c'était un mot bilingue. Et donc, et c'est tout comme ça. Il y en a un qui vient, Ronald, il s'appelle. Oui. D'ailleurs, les Magnifiques, ils disent, mais comment ils ont fait pour l'appeler Ronald? À une lettre près, c'était Donald. Tu te rends compte, le pauvre? Walt Disney. Et il dit, Pépé, comment c'était-vous quand vous aviez 20 ans? Parce que nous, aujourd'hui, entre le préservatif pour le sida, le masque pour le corona, il nous reste qu'un seul orifice pour respirer. Mais Michel, les gens rient, Bien. Évidemment, mais c'est dramatique. Quand tu additionnes tout ça, tu vois que les Magnifiques, qui aujourd'hui, dans ma tête, ils ont 100 ans, ils ont 120 ans, ils n'ont pas d'âge, ces personnages. Ils sont notre mémoire, Bien ils sûr. sont notre passé. Que ces personnages-là regardent tout ça avec... quand Simone Boutboul, elle parle de Paris et de Hidalgo... C'est effarant. Et de la circulation et des trottinettes. Mais elle parle pas que de ça. Elle est très moderne en même temps. Parce que elle a la chance, Simone Boutboul, elle, de profiter des temps modernes par rapport à sa propre histoire. Quand elle dit, sa petite fille Wendy, elle vient la voir en larmes. Elle lui dit, qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Qu'est-ce qui t'est passé? Pourquoi tu pleures? Elle dit, j'ose pas te dire. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es mis au régime? C'est pas grave. C'est une bonne raison de pleurer. Elle dit non. Elle dit, c'est pas ça. Elle dit, j'ai trompé mon mari. Bon, c'est pas très grave, ça. Oui, mais dans la tête de Wendy dit, tout le monde va me renier dans la famille parce que j'ai trompé mon mari. Et qu'est-ce qu'elle lui dit, Simone? Elle lui dit, tu l'as trompé ou genre flirté? Elle dit, mais j'y étais. Je l'ai trompé. Elle dit, mais quel bonheur. C'est ça, la pauvre. Elle a jamais osé faire ça, la pauvre. Mais quel bonheur. Non, pas ça. Elle lui dit, à ce moment-là, elle lui parle pas encore d'elle et de sa vie. Elle lui parle du fait qu'elle a épousé un abruti. Elle dit, qu'est-ce qu'on a, nous, les femmes, avec les cons? On veut les changer, c'est impossible.
On ne change jamais. Elle dit, on rigole avec les gentils, on épouse les cons. Et elle lui dit, heureusement que tu l'as trompé, parce que pour la première fois depuis longtemps, tu as été fidèle. Elle lui dit, mais j'ai pas été fidèle. Elle est trompée. Elle lui dit, tu as été fidèle à toi. À la femme que tu aurais pu devenir si tu n'avais pas rencontré cet abruti. Donc elle est d'une modernité absolue. Mais Michel, faire rire avec des choses graves, avec des choses qui, quand on les regarde bien et de plus près, sont extrêmement tristes, c'est un peu votre marque de fabrique. C'est ce que vous avez fait durant toute votre carrière artistique. C'est ça la marque de fabrique de Michel Boujna. C'est ça mon travail, c'est que mes personnages me permettent, comme des instruments de musique, de parler du monde comme je le vois, comme je le souffre et comme je le ris. Et c'est vrai qu'après cette aventure qui arrive, quand je vais quitter les Adieux des Magnifiques, quand je vais quitter les Magnifiques définitivement. Le 5 mars au soir. Non, tu rigoles. Pour Paris, je parle. J'espère bien qu'on va le reprendre au Casino de Paris, à l'Olympia, que je vais partir en tournée. Donc dans 120 ans. J'espère que je vais les jouer 350 fois, le spectacle. Mais à un moment donné, il y aura un jour où vous direz au revoir à Maxo, Jules Guigui. Ça sera la dernière des dernières. Après, je veux faire plein de choses, j'ai plein de projets. Mais c'est des personnages incroyables. Ils me permettent de parler de tout. Elle me parlait de... Quand Simone, elle dit des choses sur la politique, oui, ça n'a pas le même poids que quand c'est moi. C'est beaucoup plus fort. Bien évidemment. Voilà. Quand il parle de Guigui, à un moment donné, il parle de... Moi, il me fait mourir de rire, Guigui. Parce comme il est très nerveux... Ce qui est très sympa quand on vous entend en parler, c'est que vous parlez d'eux comme s'ils étaient à votre table. En fait, c'est vous qui les animez. Le Gepetto de tous ces Pinocchio, c'est vous quand même. Et il faut pas oublier que c'est vous qui... Oui, mais moi, j'oublie qu'ils n'existent pas. Ils existent. Et les auditeurs ne le savent pas forcément. Vous écrivez tout, Michel. Oui. Vous écrivez tout, vous êtes à la table de travail. Combien de temps il vous faut, combien de temps de gestation, d'écriture pour faire vivre ces trois personnages. Là, pour ce nouveau spectacle et pour ces adieux, c'est quoi? C'est un truc bizarre, que vous avez quand j'ai commencé à écrire les Adieux des Magnifiques, j'ai commencé à écrire un spectacle qui s'appelait Encore une fois, où je disais, encore une fois, j'ai encore des choses à dire. Avec eux. Et ce qui va faire mes... Non. D'accord. Même pas. Après, je me suis rendu compte que j'avais envie de parler de Simone. Alors j'ai enlevé encore une fois, j'ai appelé le spectacle Simone. Texte que j'ai gardé, puisqu'elle fait presque une demi-heure dans le spectacle. Et ensuite... je me suis rendu compte que Maxo Jules Guigui me manquait beaucoup. Alors, parfois, j'écris en 1 heure un truc qui bougera plus jamais et qui est comme si j'étais inspiré, mais incroyable. Ouais. Et parfois, ça demande des mois et des mois. Après, vous savez, l'écriture et les répétitions, chez moi, sont très mélangées. Puisque j'écris, je répète, et vous gardez ou pas? Voilà, et je garde ou pas, ou ça reste ou pas. C'est pas que je garde, ça reste ou ça reste pas. Il y a un metteur en scène qui vous suit, qui vous regarde, qui est avec vous? Oui, Corinne Atlas. Et Corinne Atlas qui est avec Paul vous et depuis le début. Depuis le début. Depuis votre première compagnie. Absolument. Et Corinne, c'est une vieille complice. Et c'est une jeune... éternelle personne. Vraiment, on est la même génération. Et puis il y a Paul, mon frère aussi. Bien sûr. Paul qui a travaillé sur Les Magnifiques à la création. Qui est réalisateur de films aussi. Et qui est venu aussi sur les répétitions des Adieux des Magnifiques. C'est un grand kiff. C'est évident de dire à Michel Boujna, non, cette partie-là, tu devrais pas la faire. Ça c'est moins fort. C'est quelque chose que vous entendez dans un premier temps avec colère, ou parce que beaucoup d'auteurs qui disent, non, mais t'as rien compris, puis qui le lendemain... Ah non, moi c'est le contraire. Moi c'est le contraire. D'accord. C'est-à-dire, je dis oui, tu as raison. Ah bon, c'est pas bon? Bon, c'est vrai, on laisse tomber. J'ai un déchet monumental. Si un jour, je regrouperai tout ce que j'ai jeté dans mon écriture, on peut faire plus que ce que j'ai écrit. Et c'est très important. Mais il est sûr que... moi, je sais pas. C'est très rare que je dise non, tu te trompes. Ça va être bien. Alors, à ce moment, il n'y a pas des choses auxquelles vous tenez plus que d'autres. Et à ce moment-là, on me dit, bon, mais pour l'instant, c'est pas bien. Je dis, d'accord, c'est pas bien. Laisse-moi bosser. Laisse-moi travailler, je vais revenir dessus. Et je lâche pas. Quand je crois quelque chose, quand je ressens quelque chose au fond de moi, mais il faut... La question, c'est la question de l'honnêteté, de la sincérité. Pourquoi tu fais ce métier? C'est ça la vraie question quand tu écris.
Et c'est quoi le but ? C'est parce qu'on a des choses à dire. Point. Il y a le but et la conséquence. Le but, pour moi, c'est de faire le meilleur spectacle que je peux. La conséquence, parfois tu as des échecs, parfois tu as des réussites. Bon, avec le temps, on s'habitue aux deux. Ça s'appelle la vie, ça. Ouais, exactement. Mais il y a des gens qui font à l'inverse. C'est-à-dire, le but, c'est d'avoir du succès. La conséquence de ça, c'est qu'ils font des spectacles pour avoir du succès. Et là, c'est mal barré. Mais pas forcément. Je respecte, moi, non. Parce que c'est difficile aussi de dire, je vais faire un succès et de le faire. Dans ce sens-là, ça marche pas forcément. C'est des vendeurs de leur propre univers. Parce qu'ils en ont un univers. Il faut du talent pour faire un succès. Et pour faire succès sur succès, il faut beaucoup de talent. Même si tu fais des choses où la sincérité, l'authenticité, t'en as plus rien à foutre. L'important, c'est que ça marche. C'est ça. Et c'est un talent. Les Américains, quand ils font des séries, comme les bandes dessinées, les Marvel, les machins, les trucs, quand ils font... Ce que je te dis, c'est pas... Le but pour eux, c'est de faire du blé. C'est de faire de l'argent. Mais je pense qu'à la base, il y a aussi une volonté de dire quelque chose, aussi. Oui, mais c'est celui qui a créé Marvel. Oui. Bon, donc ça part quand même toujours d'une forme d'authenticité. Oui, mais les gens, mais les producteurs, la seule chose dont on parle aujourd'hui, c'est la réussite. C'est la réussite. C'est le succès. Quelqu'un qui fait un spectacle et qui n'a pas de succès, on le considère que c'est nul. Même si c'est le plus beau spectacle du monde. Même si c'est... Parce qu'il y a des choses magnifiques qui ne marchent pas. Ça existe. Et il y a des choses magnifiques qui marchent. Et il y a des choses nulles qui marchent. OK ? Et il y a des choses nulles qui ne marchent pas aussi. Il y a tout. C'est en ça qu'on dit que le public a toujours raison. Pas qu'il a raison pour son bon goût. Il a raison parce que c'est lui qui fait les succès et les tu vois, par exemple, prenons un exemple dans la presse. Par exemple, prenons Voici. Oui. Bon, ça marche. Et c'est de la merde. C'est magnifique, Voici. Tu comprends ce que je veux dire ? Mais les types qui fabriquent Voici, ils savent... Où taper, comment faire pour vendre. Bon, dans l'art, il y a toujours eu ça. Depuis la nuit des temps, il y a eu ça. Du temps de Van Gogh, il y avait des mecs qui vendaient, et qui étaient des artistes invités, reconnus, mais ils sont pas restés. Applaudis, machin. Pendant que l'autre, il s'est coupé l'oreille, qui s'est suicidé. Et il est resté, aujourd'hui, on en parle encore. Les autres, je suis pas sûr qu'on exactement, en parle. c'est pour ça. Parce que le but de Van Gogh, c'était d'aller au bout de ses émotions. Et la conséquence de ça, c'est qu'il a fait des tableaux incroyables. Et qu'on en parle exactement. Des dizaines d'années plus tard. Et Dieu sait s'il en a souffert. Donc quand j'écris... Vous allez au bout de vous-même. J'essaye de faire bien. Et j'espère que ça va plaire. J'espère que les gens vont être contents. J'espère que Simone Boutboul va les faire rire ou va les faire pleurer. Et j'espère qu'ils vont aimer toute cette génération de petits-enfants perdus. Il y en a un, il ne veut pas sortir de chez lui. il est devant son ordinateur. Non, il a peur du virus, il a peur de la pollution, il a peur des manifs, il a peur des attentats. Il existe, lui. Il sort pas de chez lui. Non, celui-là, il n'existe pas. Parce que lui, c'est un peu trop too much. Vous savez comment il sort de chez lui, le pauvre ? Non. Il a acheté un scaphandre. Ah oui, non. Mais on lui a pas dit. Là, vous l'avez poussé loin, mais. On lui a pas dit que quand on n'était pas dans l'eau, le scaphandre, c'était très lourd. Et qu'il fallait un type derrière avec une manivelle. Donc. Il a un peu de mal. Oui, et au supermarché, pour faire il sort que pour les courses. Il peut pas rentrer partout. Donc ça fait 5 mois qu'il mange des pois chiches. Et il est émouvant. Ils sont émouvants, ils sont drôles et émouvants. Tous ces jeunes qu'il y a dans les adieux des magnifiques. Et alors, Maxwell et Jolo Guigui en face de ça, c'est normal qu'ils disent à la fin, non, mais bon, d'accord, ils sont fous. On les comprend pas, ils sont fous. Mais nous aussi, à 20 ans, on était fous. Bien sûr. Bon, et jusqu'au jour, évidemment, où, comme dans les magnifiques depuis toujours, il y en a un qui fait un spectacle sur eux. Et donc, ce jour-là, ils savent que la mémoire, elle n'est pas foutue. Et qu'ils vont passer à la postérité. Exactement. Et donc, il y a une vraie... Pour moi, ce spectacle, pourquoi je l'aime tant aussi ? Parce qu'il est une déclaration d'amour à mon métier. Tu vois, regarde, je viens de jouer pendant 3 ans la VAR avec le Covid et machin. Eh ben, je peux te dire que Molière est extrêmement vivant. La preuve, c'est que quand tu te trompes dans une phrase, tout de suite, tu prends une claque. Il est là, il est présent. Plus là. Il est présent. Et donc... Quand je dis, tant qu'il y aura des auteurs pour nous écrire et des acteurs pour nous jouer, on sera éternel, je fais une déclaration d'amour à mon métier.
Et ce qui est Peut-être formidable un chez jour- vous, c'est que vous êtes votre propre auteur. Et Oui. c'est Peut-être ça, un la jour, force. dans 20 ans ou dans 30 ans, il y aura un acteur qui trouvera ces textes quelque part dans la bibliothèque Et qui les reprendra et qui dira, les tiens, jouera. putain, c'est pas mal ça, je vais le jouer. Michel, vous imaginiez en 1983, dans vos rêves les plus fous, quand vous avez commencé en 1983 à jouer C'est magnifique au Théâtre du Splendide, vous imaginiez que 40 ans après, vous les reprendriez? Non. Non, quand j'ai commencé à jouer Les Magnifiques, Qui a été un J'étais- énorme succès. ouais, j'étais dans une merde, mais que vous pouvez Oui, même pas imaginer. J'étais criblé de dettes. Vous sortiez de Anatole. d'Anatole, ouais. Et j'avais qu'une. À ce moment-là, c'était vraiment l'énergie du désespoir. Hein. C'était ça passe ou ça casse, quoi. Ouais. Et c'est passé. Mais je pensais pas. Non, on pense pas. De toute façon, je vais vous dire un truc. J'ai du mal à penser au passé et j'ai du mal à penser à l'avenir. Alors, parlons du présent. Déjà, la journée, elle me fatigue. Alors, Michel, et cette Déjà, journée, on rien va- que la journée, je suis fatigué. Alors, comment vous voulez que je pense au passé d'il y a 40 ans? Michel, C'est fini tout ça. Et cette journée, on va l'enchanter grâce à vous. Vous connaissez le principe de cette émission. Vous avez eu la gentillesse, via votre attaché de presse, l'excellent Stéphane Cohen, qu'on ne Oui, présente plus. le brillantissime. Le brillantissime. Heureusement qu'on parle de lui quand il n'est pas là, parce que Parce que il sinon- serait là, il serait gêné. C'est ça, il Et, rougirait. et il Vous pourrait connaissez penser comme qu'on n'est moi. pas sincère. C'est ça, il pourrait penser qu'on est un petit peu obséquieux, ce qui n'est pas le cas du tout. Non, pas du Vraiment tout. pas, c'est vraiment pas le genre de Non, la maison. Grâce au merveilleux Stéphane Cohen. Vous nous avez soufflé à l'oreille 5 chansons qui ont compté pour vous, et nous allons comme ça, au gré de vos préférences musicales, nous promener dans une conversation à bâton rompu. Michel, pour vous être souvent venu vous applaudir sur scène, vous savez chanter. Très peu. C'est marrant. C'est marrant, je chante bien quand je chante des trucs orientaux. C'est ça. Et alors, à quand une reprise des grands classiques orientaux par Michel Boujna? Bien sûr, va mourir, va. Après Raoul Journeau, Michel Boujna. Moi, je rêve de cet album. Je veux l'acheter. Je suis même prêt à le produire, cet Mais album. même pas en rêve. Même pas en rêve. Vous voulez que ma vie soit foutue, c'est ça. Vous voulez que je sois détruit. Ce type veut ma mort. Au secours. Michel, la première chanson que vous avez choisie dans ces chansons de votre vie, elle va nous ramener à votre enfance en Tunisie. C'est Mon manège à moi d'Edith Piaf. Oui, Une chanson. dans Alors, la je- maison je- à Tunis. Je vous raconter un petit peu, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de cette chanson. J'ai Non, pas appris du beaucoup tout. de choses en travaillant sur cette émission, grâce à vous. Je savais qu'elle était composée par Norbert Glansberg, je savais qu'il a écrit entre autres Padam Padam aussi pour Piaf, je savais qu'elle était écrite par le grand Jean Constantin. Et en revanche, ce que j'ignorais totalement, c'est que cette chanson, au départ, devait faire partie de Mon oncle, de film Mon oncle, de la BO, de Mon oncle de Jacques Tati. Jacques Tati avait commandé à Norbert Glansberg, qui était un compositeur extrêmement talentueux, une musique pour une scène qu'on voit d'ailleurs dans le film de Jacques Tati. Il y a une scène avec un petit manège en bois, avec un petit manège de chevaux de bois. Il a fait cette chanson. Il s'est trompé. Il a envoyé donc cette musique qui ne devait pas être parolée. Il l'a envoyée. À l'époque, on envoyait encore des cassettes. Il l'a envoyé à Jean Constantin, qui lui, c'était même pas des cassettes, c'était des bobineaux, des Ouais. Revox. Et Jean Constantin a fait ce texte magnifique. Et donc, il y avait un texte. Donc déjà, ça ne collait plus avec les films de Jacques Tati qui sont complètement muets. Et en plus, Edith Piaf a écouté cette chanson et a dit à Jacques Tati, la musique, tu la prends pas. Je prends musique et texte. Elle lui a racheté les droits de cette chanson pour en faire le succès que l'on connaît. Cette chanson, pour vous, maintenant que vous en connaissez l'histoire, pour vous, votre histoire à vous avec cette chanson, Ah, c'est moi, quoi c'est Tunis, la maison. Il n'y a pas longtemps, je suis retourné à Tunis et pour la première fois depuis très longtemps, je suis rentré dans la maison. Vous avez grandi. Ouais, et c'est terrible parce que j'aurais jamais dû faire ça. Jamais. Parce que c'est plus du tout la maison que j'ai dans ma tête. C'est ça, Et c'est la maison que j'ai dans ma tête qui compte. bien sûr. Et ma mère adorait Piaf, mon temps. Et il y avait toujours des chansons à la maison. La chanson française, la Oui. grande chanson française. Oui. Et ma mère, elle aimait Gérard Philippe, Yves Montand. Yves Montand, pour qui le même Glansberg offrira les grands boulevards. Ouais, On est vraiment dans cette famille de absolument. Et donc, elle mettait souvent cette chanson et j'adorais parce qu'elle chantait dessus. Et moi, je me souviens très bien, je sautais dans la salle à manger. J'avais 5 ans. Hein. Vous aviez 6 ans. Ouais. Elle est sortie en 58, Ouais, c'est ça. 59. Ouais, c'est ça. J'étais très, très petit et c'est des moments... Vous vous souvenez de cette émotion? Elle vous disait quoi, cette chanson? Elle La vous joie. disait C'est ça, que le joie. bonheur était là. Oui, exactement. La joie, et puis c'était des... Vous savez, nous, on est 4 garçons chez nous. Je sais. Donc, on grappille de l'amour.
surtout quand on est numéro 3. On essaye d'attraper un peu d'amour. On est dans la foule, un peu comme vous savez, un spectateur à Bercy qui essaye d'attraper un peu d'amour du chanteur que pour lui. Et ma mère, c'était le chanteur et moi, j'étais le mec dans la fosse de Bercy. Et quand elle écoutait cette chanson et quand elle l'a chantée, vous aviez l'impression de... Oui, parce qu'elle savait que j'aimais ça. C'était une forme de communion avec elle. Oui, absolument. Et ça a été... ma mère m'a beaucoup, mon père aussi, hein, mais ma mère, sur l'histoire de ma sensibilité artistique, je dois dire, m'a beaucoup suivi. Elle vous a compris. Ça a suscité. C'est-à-dire que j'allais au cinéma avec elle, une fois tous les 15 jours, une fois tous les mois. Elle vous a nourri. Oui, elle m'a... Ouais. Et en fait, elle l'a fait pour elle, parce que, en fait, j'étais son prétexte. En fait, c'était pour elle qu'elle y allait. Mais... Elle avait certainement senti que vous étiez réceptif, aussi. Mais bien sûr, mais ça l'arrangeait. D'accord. Parce que je vais au cinéma pour Michel, ou je vais au théâtre pour Michel, voir la Comédie Française au Théâtre Municipal de Tunis, parce que elle adorait ça. Et à ce moment-là, parce qu'elle aurait rêvé d'être chanteuse, ma mère, puisqu'elle chantait dans les églises. Et petite, le curé, il avait repéré qu'à l'école, qu'elle chantait très bien. Ouais, et il la faisait venir à l'église pour chanter l'Ave Maria. Donc, je pense que cette chanson-là, elle évoque ce lien. Ouais, mais il n'y avait pas que et vous, cette chanson. Inconsciemment, vous avez vite compris que vous étiez un peu le porteur de ces désirs non assouvis. Je pense qu'elle a été très très heureuse que je fasse ce métier. Elle l'a souvent dit d'ailleurs. Oui, bien sûr, beaucoup plus que mon père. Mon père, il s'en foutait que je fasse ce métier ou médecine. Mon père, ce qu'il voulait, c'est que je sois heureux. Ce qui est déjà pas mal comme métier. Oui. Et croyez-moi, c'est pas un métier où il y a beaucoup de mecs qui réussissent. Hein. Il y a beaucoup d'échecs. Ouais, même il y a beaucoup de chômeurs. Ouais, même parmi les mecs qui gagnent beaucoup d'argent. Donc, comme disait l'autre, les milliardaires, ça sourit que quand ça se brosse les dents. C'est quand Maxo, il dit... très mignonne, ça. Il dit, arrête de parler d'argent, l'argent, ça rend dépressif. Et il y a Guigui qui lui fait, tu veux que je te dise, tu peux pas savoir comme j'ai envie d'avoir une dépression. Et comment dire... oui, c'est... Tout ça est très important. Et très émouvant aussi. Bien sûr, mais de toutes les façons... Il y a toujours deux manières, chez moi en tout cas, mais pas que chez moi, mais chez Chaplin aussi, chez plein de gens, il y a toujours deux manières d'aborder le sujet. Tu peux l'aborder en cherchant la tragédie. En cherchant le comique. Exactement. Mais les deux sont présents dans les deux. Bien évidemment. Donc, et l'un se nourrit de l'autre et réciproquement. Exactement. Et quand on essaye juste d'éjecter la dimension dramatique de quelque chose de drôle, eh ben on détruit l'humour. On se plante. Et quand on cherche à enlever de l'humour dans quelque chose de dramatique, tu sais, quand on dit écoutez, arrêtez là, c'est sérieux. C'est épouvantable. C'est encore plus sérieux quand c'est drôle. C'est encore plus profond quand c'est drôle. Bien sûr. Parce que il y a de la dérision, il y a de la souffrance. Il y a de la politesse aussi. Ouais, et d'après toi, pourquoi les Juifs font beaucoup d'humour, globalement? Même les Ashkénazes, comment ils ont fait? Non, les Ashkénazes, non. Si, les Ashkénazes ont de l'humour, un humour particulier. je vois notre réalisateur Serge Surpin à travers... Non, je vous assure, pas tous. Hein. Non. Michel, on l'écoute cette chanson? Mais oui, avec Allez, plaisir. on l'écoute. Mon manège à moi, le choix de Michel Boujna dans les chansons de sa vie sur Radio J. Michel, la nostalgie de la Tunisie, c'est un truc qui vous parle. Vous êtes nostalgique de ce pays? D'après toi. Je sais pas. Ces gens, ça fait juste je sais pas, 250 ans que je parle de ça. Oui, mais est-ce que c'est de la nostalgie? Est-ce que c'est de la mélancolie? C'est pas ça. Non, ça fait partie de ma vie. De toute façon, la Tunisie, on peut me l'enlever, on me l'a enlevée, mais elle est là. Je l'ai réinventée, moi. Et celle que j'ai inventée, comme je dis souvent, on peut pas me l'enlever. Mais celle que vous avez inventée est aujourd'hui beaucoup plus belle que celle qui existe aujourd'hui. Malheureusement. Je sais pas. Je veux dire, je pense que c'est une erreur de porter le regard comme ça
sur la Tunisie, parce que, vous savez, entre le début de la révolution tunisienne et aujourd'hui, il s'est passé déjà tellement de choses. Moi, j'étais à Tunis il n'y a pas longtemps, j'ai pas vu une femme voilée. Ah, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai pas vu ah non, j'ai pas vu. Je veux dire, j'ai été à Oyonnax, à côté de, pas loin de Lyon et tout ça. Jouer l'avare il n'y a pas longtemps. Oui. J'ai été manger dans un fast-food, sans déconner. J'ai vu plus de filles voilées, mais voilées intégralement, hein, avec les gants et tout. Tant mieux. C'est une bonne nouvelle que vous nous donnez là. Qu'à Tunis. Les choses ont changé. Ça veut dire qu'on a pensé à un moment donné que les islamistes avaient pris le pouvoir. Finalement, c'est pas si évident que ça aujourd'hui. Tant mieux. Maintenant, est-ce que une révolution se fait dans un pays comme la Tunisie, même si c'est un tout petit pays, est-ce qu'elle se fait en 1 an, 2 ans, 10 ans ou 15 ans? Non. Combien d'années il y a entre 89 et la vraie démocratie en France? Plus d'1 siècle. Donc, il va y avoir encore des sursauts, il y a beaucoup de misère, il faut... Mais bizarrement, d'abord il y a les femmes. Tant qu'on ne touche pas au statut de la femme en Tunisie, vous ne pouvez pas dire s'il y a une catastrophe. Vous connaissez le mot de Françoise Giroud. Et Françoise Giroud, que j'avais eu le bonheur de rencontrer, quand elle est arrivée, quand le président Giscard d'Estaing la nomme secrétaire d'État à la condition féminine, pour réformer le code civil français, elle prend le code civil d'Habib Bourguiba. C'est-à-dire que le statut de la femme en Tunisie, en 1974, était 10 fois plus avancé que celui de la femme en France. Absolument. Et ça a donné, étonnant, ça. Mais oui, et ça a donné des générations de femmes aujourd'hui que si on touche à leurs droits, auxquels elles ont droit depuis très longtemps, ça finira dans le sang. Or, la Tunisie, fondamentalement, malgré tout ce qu'on peut penser, n'est pas un pays violent. Tu vois, si tu compares par exemple à l'Algérie, oui, c'est pas un pays violent. Aucune comparaison. Exactement. Donc, moi, j'ai encore confiance, malgré tout ce qu'on peut dire. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est compliqué, et ça va l'être peut-être encore pendant des années. Mais moi, j'ai très confiance dans le. Tu vois, j'ai participé à un film qui s'appelle du TGM au TGV. Oui. Dans ce film, à un moment donné, il y a une jeune femme qui est comme une conservatrice du cimetière du Borgel à Tunis, qui est un immense cimetière juif, dans un état catastrophique. Cette femme, c'est une musulmane. Et on sent qu'elle fait tout pour le protéger. Et c'est très compliqué. Donc, à un moment donné, on a eu peur pour les Juifs de Djerba. Or, les Juifs de Djerba, c'est une perle de la Tunisie. Et les Tunisiens le savent. Parce qu'il y a des Juifs de Djerba, ils ne parlent pas français. Ils parlent arabe et hébreu, ou judéo-arabe. C'est tout. Donc, René Trabelsi, qui était ministre du Tourisme, oui, qui a fait un boulot extraordinaire, quand tu l'entends parler français, tu sais bien qu'il n'est pas français. Ça s'entend tout de suite. Tu vois, il est d'abord tunisien. Et moi, j'ai confiance. Maintenant, combien de temps ça va prendre encore? Quels vont être les sursauts de l'histoire? En tout cas, vous avez confiance. Et oui, ça, c'est le Qatar, il semblerait, est en train de partir petit à petit de Tunisie et que c'est les Saoudiens qui les remplacent. Mais en termes de géopolitique, les Saoudiens, ils sont plus proches des États-Unis, machin, tout ça. Et plus progressistes, oui. Bon, oui, enfin, pas chez eux. Hein. Oui, non, chez eux, non. Et en même temps, ils ont pris une grosse claque avec la Coupe du Monde, parce que moi, je suis mort de rire. Moi, je suis mort de rire pendant la Coupe du Monde de football. Il y a un truc qui m'a éclaté, à part l'aberration écologique que ça représentait, et les mecs qui sont morts pour construire ces stades. Non, c'est les filles en maillot de bain dans le stade. Ça, c'est grand. Et les Saoudiens qui posent avec les filles. Il y a des photos de Saoudiens qui posent avec les filles en maillot de bain. C'est... Comme quoi, le football. Et on peut vraiment garder de l'espoir. Ouais, mais bien sûr. Donc, c'est très étonnant ce qu'on a vu. Maintenant... Écoutez, c'est sur cette parole d'espoir qu'on va rester, parce que franchement, c'est bien de l'avoir, cet espoir. Mais bien sûr, d'ailleurs, je te signale que tous les Juifs tunisiens, l'été, ils vont là-bas, hein. Pas tous. Au mois d'août, il y en a un paquet qui vont à Tunis. Je peux te dire, il y en a beaucoup. J'en ai vu encore 2 hier et qui m'ont dit, on était à, c'est un hôtel, je dirais pas lequel, il m'a dit, il y avait que nous.
On a fait un kiff. Mais souvent, les Juifs tunisiens... Ils vont à Sousse. Et partout où ils sont, il n'y a que... Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais pourquoi sur la planète, il y a autre chose que des Juifs tunisiens? Je crois. Il y a quelques trucs à droite. Je ne suis pas au courant. Michel, on continue notre promenade au pays de vos préférences musicales. Alors là, avec un standard du rock, une légende du rock pour l'interpréter, c'est Bebopalula de Gene Vincent. C'est vos premières booms, ça, Michel? Non, c'est toujours dans ma mère. C'est Bilalé. Mais Bilalé, vous êtes le temps est un peu passé quand même. Oui, Bilalé, on est au début des années 60. Oui, vous êtes encore un petit garçon. Oui, j'ai 8 ans. Mais c'est mes parents. On oublie un truc. Mes parents et la génération de mes parents, quand ils ont quitté la Tunisie, ils avaient 42 ans. J'en ai 70, moi, aujourd'hui. Je me sens toujours plus jeune que mes parents. Vous ne les faites pas, je vous assure. Merci, grâce à Dieu. Et Rabbi, comme c'est bon. Et ils avaient 42 ans, ils faisaient des booms et des Vous êtes parti des fêtes. En 63, c'est ça? Oui, ils faisaient des fêtes à Tunis, mais ils étaient déchaînés. Il y avait des fêtes à la maison, déchaînés. Et Bebopalula... Gene Vincent était là. Et cela dit, c'est drôle parce que ça m'a jamais quitté. C'est en écoutant ces chansons-là, en voyant vos parents s'amuser et redevenir des adolescents en écoutant ce genre de chansons, que vous vous êtes dit que vous, un jour, vous serez un éternel adolescent, un artiste? Non, pas du tout. Moi, je voulais être médecin, moi. Ah, vous vouliez être médecin? Moi, je voulais être médecin comme mon père. Moi, je voulais sauver la vie des gens. D'accord. Il y a encore une femme, hier, elle m'a dit « Mais ton père, il m'a sauvé la vie quand j'étais petite. C'est un homme extraordinaire. » J'ai dit « C'est pas un homme extraordinaire, c'est un médecin. » C'est normal qu'il t'a sauvé la vie, c'est son métier. Il aurait été garagiste, il t'aurait sauvé la vie, là c'était un exploit. ou si mon père il avait réussi à réparer ta voiture, là c'était un exploit. Mais en aucun cas, mais bon, attendez, j'ai une admiration folle pour mon père, et c'est vrai qu'il a sauvé plein de gens, plein de gens. Et tous les médecins ne sauvent pas. Il y a des médecins qui se plantent aussi, vous savez. Oui, il y a des médecins qui, des médecins qui s'entraînent. Voilà, il y a des mecs qui sont encore étudiants. Il faut espérer qu'on tombe pas sur eux, c'est tout. Vous savez quel est le vrai nom de Gene Vincent? Non, pas du tout. Ça va vous faire un peu moins rêver. Dis-toi. Eugène Vincent Cradock. C'est vrai? C'est son vrai nom. Cradock, c'est pas juif. Cradock, c'est pas tunisien non plus. Et puis le pauvre, il lui arrivait que des horreurs dans sa vie. Il a fait perdre une jambe, d'où cette jambe. C'était lui qui boitait, qui avait une jambe avec une espèce de grande attelle en fer qui l'aidait à tenir debout. Et comme beaucoup de légendes de destin brisé dans cette époque-là, où on vivait à 100 à l'heure, j'imagine les motos et les voitures de course, il s'est tué à l'âge de 36 ans. Ah. Ça fait de la peine quand même. Bien sûr, ça fait de la peine. Je vous sens attristé. Ça fait toujours de la peine un mec qui meurt. À 36 ans. Surtout un artiste. Surtout. Et puis, heureusement, il nous a laissé quand même quelque chose qui traverse les âges, puisque encore aujourd'hui, je pense que les petits-enfants de Maxo, Guigui et Julot, je pense qu'ils dansent encore sur Bebopalula. Bien sûr. On l'écoute? Ouais, oui. Bebopalula, le choix de Michel Boujna, dans les chansons de sa vie. Michel, on va continuer notre balade en chansons. Et là, vous avez choisi un classique de la chanson française, un standard. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, cette chanson a failli ne jamais sortir. A failli disparaître de l'album sur lequel elle était enregistrée. Cette chanson, c'est Ne me quitte pas de Jacques Brel. Oui, ah bon, je ne savais pas. Et quand, je sais pour qui il l'a écrite, mais je ne sais pas... Alors, pour qui il l'a écrite, je sais que la légende veut que ce soit Suzanne Gabriello. Oui. Pour qui il a écrit cette chanson? Sujet à caution. Ah, moi, Charles Marouani, mon agent, l'agent de Brel, sur 450 km en voiture, qui m'accompagnait sur une date, il voulait venir avec moi. On avait 2 activités. La première, c'est qu'est-ce qu'on va faire de tout l'argent qu'on a gagné à l'euro-million, parce qu'on avait joué le matin. D'accord. Donc ça, c'était déjà... En général, arrivé à la date où on allait, on avait tout dépensé. Le problème était déjà réglé. Et on disait à l'équipe, désolé, on n'a plus d'argent pour vous, on a tout dépensé. Fait de quoi? L'euro-million. Pourquoi vous avez gagné au million? Non, mais on a joué et on a imaginé ce qu'on allait faire. Ça, c'était la première activité. Et la deuxième, c'était que je le cuisinais sur les secrets des chansons monstrueux qu'il avait de tous ces artistes que j'ai tant admirés. Et le faire parler de Barbara ou de Jacques Brel, c'était très difficile. Alors, une immense pudeur chez ce monsieur. Incroyable. Et même après leur mort, il a continué à garder les secrets dont il était le détenteur exclusif. Et donc,
moi, il m'a dit dans la voiture que c'était Suzanne Gabriello. Et il m'a dit, je veux pas te le dire parce que quand je vais te le dire, ça va te gâcher la chanson. Et François Robert, qui a été l'arrangeur, l'ami aussi. Il dit quoi alors? Il dit que c'est pour qui lui? Et François Robert dit que c'était pas forcément une chanson qui était destinée à quelqu'un. Que c'était plus. Et quand vous écoutez Brel parler de cette chanson, on peut avoir un doute parce que Brel finalement disait que cette chanson, déjà Jacques Canetti, comme quoi ça peut arriver même au meilleur de se tromper. Quand il écoute cette chanson, elle est enregistrée, c'est au studio Blanqui chez Philips. Il écoute ça et il dit mais cette chanson, elle dure 6 minutes, c'est épouvantable, tu vas faire pleurer tout le monde, tu plombes l'album avec ça, pourquoi tu gardes cette chanson? Edith Piaf, à qui Jacques Brel fait écouter cette chanson, lui dit un homme ne devrait pas chanter des trucs pareils. Et vous avez tort de chanter ça. Et lui-même disait, il y a un enregistrement sur RTL en 66, où il dit que c'est le plus grand malentendu de sa carrière. Il dit, cette chanson, en fait, tout le monde pense que c'est une chanson d'amour, c'est une chanson sur la lâcheté des hommes. C'est jusqu'où un homme peut s'avilir pour garder une femme. Mais c'est pas une chanson d'amour. Les femmes ont cru que c'était une chanson d'amour, et bien sûr, ça leur fait plaisir à elles. Et sont à elles et plein de mépris. En fait, lui, il disait que c'était une chanson sur la lâcheté humaine. Alors, est-ce que cette chanson a été écrite? Mais on sait qu'il n'a pas été très heureux avec les femmes. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, seulement à la fin de sa vie, à peu près. On sait aussi que, il était triste. Enfin, je veux dire, le répertoire de Brel, c'est pas un répertoire youpla boum, hein. Il y a quelques chansons qui se veulent drôles, mais qui sont aussi un petit peu comme vous, le tragique et les vieux. Non, c'est pas très gai. Moi, j'ai toutes les chansons de Brel. Et pour animer une bar mitzvah, c'est pas ce qu'il faut. J'adore ça, mais on peut pas dire que c'est une boum. Non, c'est clair. Comment dire vous savez que chez les Marouani, oui. Il y avait des fiches sur les chanteurs et les chanteuses et tout ça. Donc, et ils allaient tout voir, tous les jeunes. Alors, les vieux envoyaient les jeunes voir tous les jeunes. Félix et Daniel envoyaient... Exactement. Et Charlet, donc, va voir Brel. Et il voit l'affiche que les autres ont fait sur Brel au bureau. Il y a marqué « Chanteur triste n'aura jamais de succès ». Et c'est pour ça qu'il le récupère. Et il rencontre Brel, ils deviennent tout de suite très amis. Ils vont voir Félix. Charlie va voir Félix en lui disant je t'en supplie, laisse-moi travailler avec Brel. L'autre, il fait de toute façon, il fera jamais rien. Va avec lui si tu veux. Bon. Et donc, oui, c'est évidemment. À la limite, on s'en fout que ce soit pour Suzanne Gabriello. Mais c'est que l'affaire de Brel. Et qu'est-ce qui vous bouleverse, vous, Michel, dans cette chanson? Ben justement, c'est le désespoir du mec. Il est prêt à tout. Il est prêt à tout. Il aime tellement qu'il est prêt à devenir l'ombre de sa main, l'ombre de son chien. Il est prêt à aller chercher. Il est prêt à aller chercher des perles de pluie dans un pays où il pleut pas. En plein désert. Donc il veut faire rejaillir le feu d'un ancien volcan qu'on croyait éteint. Lui, il sait qu'il travaille encore le volcan. Ça veut dire. Il a appelé Haroun Tazieff. Donc il fait tout. Il essaye de tout lui dire pour je t'en supplie, pars pas. Je t'en supplie, ne t'en vas pas. Il va au bout de son humiliation. Quoi, il va au bout aussi. Il a le courage. Du processus amoureux. Du processus. Je veux dire, faut pas déconner non plus. Je veux dire, avec le Walking, on peut admirer cette chanson du courage de cet homme qui se met à genoux devant une femme. Je pensais pas qu'on partirait de Brel pour arriver au Walking. Non, mais peut-être que les femmes de MeToo, elles trouvent ça formidable. Certainement. Un homme qui fait tout, qui dit. À mon avis, elle l'écoute en boucle. Voilà, exactement. Donc. J'ai des noms. Et j'ai rien. Alors, précisons. Oui. Parce que ça peut passer à la radio. J'ai rien contre MeToo, je vous en supplie. Laissez-moi tranquille. Moi, j'adore cette chanson. Je suis à vos genoux, je ferme ma gueule, je fais la vaisselle, je dis rien du tout. Alors, mais j'ai le droit de dire que j'aime les nichons ou pas, non? On peut. Michel, si on ne sait pas exactement, oui, il semblerait qu'elle ait été écrite donc pour Suzanne Gabriello. Ce qui est étonnant, c'est de savoir comment cette chanson a été écrite. Au départ, ça part d'une petite valse, ce que Brel appelait une petite valse mexicaine. En fait, il avait en tête un truc
il était en voiture avec François Robert, et François Robert, qui était son chef d'orchestre, venait d'embaucher un tout jeune concertiste qui sortait du conservatoire, un type qui était voué vraiment à une carrière classique, qui s'appelait Gérard Joannest, et qui était le pianiste. Et il avait donc en tête une petite valse mexicaine, j'ai tabada 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 tabada. Et un jour, en répétition, il cherchait toujours de nouvelles chansons, il écrivait tout le temps, et à la fin d'une répétition, à la fin d'une balance, il demande à Gérard Joannest de lui jouer ça, il lui chante, et Gérard Joannest lui dit mais pourquoi vous ne la décélérez pas un petit peu ? C'est joli ça. Et donc il la décélère, et ça fait et puis le refrain, le développement de cette chanson a été composé par Gérard Joannest. Ça, Brel le reconnaissait aussi. Mais au moment de déposer cette chanson à la SACEM, Gérard Joannest, lui, les variétés, il savait pas ce que c'était. Il voulait être concertiste, il était là pour remplacer quelqu'un pendant quelques mois. Donc il a laissé Brel déposer cette chanson tout seul. En fait, la musique a été composée au départ par Brel, le développement était de Gérard Joannest, et cette chanson, en fait, qui était au départ la petite valse mexicaine gay, est devenue cette chanson qui est un sommet du drame. Voir Brel à la télévision, dans ces images d'archives, où on le voit ruisseler en disant à la nana « Ne me quitte pas », franchement, si elle est parvenue, c'est qu'elle a. Et après, il y a eu des tas de versions. Je me demande si c'est pas une des chansons, parmi les chansons les plus reprises, bien sûr, reprises dans le monde. Parce que la version de Nina Simone est extraordinaire. Parce que ce qu'il y a d'étonnant, c'est quand une femme chante ça, ça passe aussi. Hein. C'est l'apanage des grandes chansons, de pouvoir être chanté dans toutes les versions possibles, avec tous les arrangements possibles, avec tous les écrins musicaux possibles et tous les interprètes. On l'écoute, cette chanson ? Oui. Ne me quitte pas, Jacques Brel. Le choix de Michel Bougenat et Jacques Brel et cette chanson nous permettait d'évoquer quelqu'un qui a fait partie intégrante de votre vie. Moi, je ne l'ai connu, malheureusement, que les 4 dernières années de sa vie. Quelqu'un que nous aimions beaucoup, qui était Monsieur Charles Marouani. Ah oui. Je connais pas une personne dans ce métier qui n'aime pas Charles Marouani ou qui le respecte pas. C'est incroyable. Il y a toujours un ennemi, il y a toujours des gens qui sont là pour dire du mal ou tout ça. Jamais. Je n'ai jamais entendu ça. Et encore aujourd'hui, alors qu'il est au paradis depuis un certain temps, je pense que s'il y a des gens dans ce métier qui sont gentils avec moi, c'est parce que Charlet veille sur moi encore, à travers le fait qu'on a travaillé ensemble très longtemps. C'est beau ce que vous dites. Et vous remarquerez aussi que Charlet ne disait pas de mal des autres non plus. Non, jamais. Jamais. Et puis, quand il y avait un artiste qui voulait partir, il partait. Quand Julien Clerc est venu me voir avec Bertrand Labbé en disant voilà, je voudrais partir avec Bertrand, il a dit va. Au revoir, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai jamais rien signé avec Charlet. Jamais. J'ai jamais signé un papier. Jamais. Il y a une deuxième personnalité comme ça, et que Dieu me laisse jusqu'à 120 ans, qui est mon éditeur et producteur, que vous connaissez aussi, Michel, c'est Gérard Davoust. Oui, absolument. Et ces deux-là se respectaient beaucoup. Et un de mes grands regrets, c'est de ne pas les avoir fait manger ensemble. Gérard Davoust connaissait bien Régis Tallard aussi. Bien sûr, un grand monsieur aussi. Ouais. Alors, Michel, on en arrive à... on parle beaucoup du passé. Hein. À ma question, justement, parlons du présent. C'est dingue, ça veut dire, c'est dingue. Non, mais c'est vrai que bon. Cette émission fait que si c'est les chansons de ma vie, on va pas parler. Non, parce que moi j'aime les gens d'aujourd'hui aussi. Mais bien évidemment, mais c'est difficile de parler des chansons qui ne sont pas encore écrites. Sinon, ce serait les chansons de votre vie future. Oui. Alors, Michel, nous sommes sur Radio J, ça ne vous aura pas échappé. Non. Une radio culturelle et culturelle. Donc, on en arrive à ma question. Jacques Chancel. Oui, allez-y. Et Dieu dans tout ça. Ah, ça c'est une bonne question. Demandez-lui. Si vous avez des contacts directs avec lui, demandez-lui ce qu'il en pense. Je l'ai appelé en PCV. Quel est votre rapport avec la spiritualité ? Dans les magnifiques, Dieu, il parle aux magnifiques. Donc, dans mon imagination, en tout cas, il existe. D'accord. Dans mon quotidien, il existe le jour de la première d'un spectacle, 5 minutes avant, dans ma tête, je me dis, bon, imaginons que je me sois trompé. Et qu'il est là. Et qu'il est un peu en colère. Et qu'il vienne ce soir. Donc je lui adresse un petit mot en disant, bon, m'en veux pas, je sais pas si tu existes vraiment, mais si tu existes, jette un œil sur moi ce soir. Mais je sais que tu es très débordé. Il y a un rabbin que j'aimais beaucoup, oui, qui s'appelle Yossele Bartzlion, qui était professeur de pensée juive à l'université de Beersheva. Un jour, j'ai allé voir Shimon Peres à Jérusalem,
parce que grâce aux histoires drôles, Shimon Peres et moi, on s'aimait bien. Parce que Shimon Peres adorait les histoires drôles. Et la première fois que je l'ai rencontré, c'était dans un hôtel à Paris. Et on est resté jusqu'à 5 heures du matin. Comme il était insomniaque comme moi. À vous raconter des histoires drôles. On s'est raconté des histoires jusqu'à 5 heures du matin. Et les types de la sécurité, les mecs de la communauté juive de Paris qui s'occupaient de lui, c'était Shimon Peres. Bien sûr, quand même. Ils en pouvaient plus. Dans leurs yeux, il y avait, mais je t'en supplie, ferme ta gueule. On l'assommeille. Et Shimon Peres, j'ai encore. Et lui, il me racontait. Donc, Yossel Bartzileon, il m'emmène de Tel Aviv à Jérusalem. Et il a une voiture, la vérité, sans déconner. Une poubelle. Mais quoi une poubelle? C'est mieux à côté. Il y avait tout juste, il y avait un volant, tout juste, il y avait des roues. Et il conduisait la voiture, jamais il touchait le volant. Et il faut être croyant pour monter dans une voiture pareille. J'ai dit, mais on va mourir. Et il parlait 3 fois plus que moi. Et il m'a dit une chose magnifique. C'est un rabbin, hein? Oui. Il m'a dit une chose magnifique à un moment donné. Il m'a dit, tu vois, regarde, on est très bêtes. Il m'a dit, tu sais, finalement, croire en Dieu, c'est quoi? C'est croire. Oui. Si tu crois, tu dis, je crois que derrière la porte, il y a un arbre. D'accord? Tu n'es pas sûr. Sinon, tu dis, derrière la porte, il y a un arbre. Mais nous, on dit, je crois en Dieu. D'accord? Il dit, c'est comme si tu montais une dune, Oui. depuis la nuit des temps, et jamais tu arrives en haut pour voir s'il y a la mer de l'autre côté. Tu crois qu'il y a la mer de l'autre côté. Mais tu montes quand même. Mais tu l'as jamais vue. Et tu passes ta vie à monter. Et il me dit, bon, c'est idiot, hein. Maintenant, si ça nous rend meilleurs de grimper cette dune, alors ça vaut le coup de croire en Dieu. Et il se tait pendant 2 minutes. Heureusement, il tient le volant parce qu'on arrive près de Jérusalem. Et là, la route, elle tourne. Oui. Et moi, j'ai perdu 8 kilos de trouille. Hein. Mais en même temps, je l'écoutais parce que c'était passionnant. Oui. Et il me dit, de toutes les façons, tu vas pouvoir me dire qu'au nom de la religion, beaucoup d'hommes et de femmes sont morts. Il me dit, bon, imaginons qu'on n'invente pas la religion. Est-ce que tu penses que les hommes auraient inventé autre chose pour s'entretuer ou pas? Il me dit, si grâce à ça, à la croyance qu'on a en Dieu, il y a un peu moins de morts. on peut éviter des morts, alors c'est bien de penser que Dieu existe. C'est un rabbin qui parle comme ça. C'est-à-dire, et ça, c'est un vrai juif, pour moi. Ça veut dire quelqu'un qui est dans le doute. Quelqu'un qui est dans le doute et qui l'exprime. Exactement. Et ça détruit pas sa conviction formidable de sa croyance. Ça m'avait beaucoup troublé, parce que moi, je suis un enfant de communiste, c'est-à-dire que la religion, c'est l'opium du peuple. Ça n'existe pas, bien sûr. Et pourtant, il me plaît, moi, j'adore la compagnie des rabbins. Notre grand rabbin de France, Chaim Corsia, qui était à ce micro il n'y a pas très longtemps. Et j'adore parler avec lui. J'adore parler avec les rabbins. J'adorais parler avec Citruc. J'adore parler avec les rabbins. Et parler avec l'intelligence, c'est quand même pas mal. Mais oui, parce que c'est la connaissance, c'est l'intelligence. Mais c'est aussi le doute. C'est que il te dit pas j'ai la vérité. Il te dit peut-être la vérité c'est ça, mais va savoir. C'est comme la fameuse histoire de la vérité. Tu sais, cette histoire ashkénaze. Non, racontez-la nous. Ce que j'adore, c'est un vieux rabbin qui est en train de mourir en Pologne. Oui. Un grand rabbin. Et il y a tous les disciples qui sont autour de ce type-là, de ce grand rabbin, et qui lui dit, je t'en supplie, dis-nous un truc important qu'on va réfléchir comme un héritage quand tu seras parti au paradis, quand tu te seras absenté, comme on dit chez nous. Il dit, vous voulez une phrase? Vous m'avez fatigué. Une phrase, voilà. Alors je veux dire, la vie, c'est comme une flèche. Ah bon, la vie, c'est comme une flèche. Ah, il commence à réfléchir, la vie, c'est comme une flèche. Et pourquoi une flèche? Et pourquoi et pourquoi une flèche? Et pourquoi comme? Et pourquoi la vie? Et pourquoi là? Et ça circule dans toutes les yeshivas, et parmi tous les trucs, et ça voyage, et ça traverse l'Atlantique, et ça arrive à New York. Et à New York, il y a plein de rabbins, de disciples qui sont là. Et il a dit, la vie, c'est comme une flèche, et machin, tout ça. Et ils arrivent chez le vieux rabbin de New York, qui est un grand érudit aussi, et qui est aussi très, très fatigué. Il dit, je t'en supplie, il faut qu'on sache, c'est très important. La vie, c'est comme une flèche. La vie, c'est comme une flèche ou pas? Il dit, il les regarde, il fait, ah, qui c'est qui a dit ça?
Un grand rabbin de Pologne. Il fait ah. Eh ben, vous voulez que je vous dise, les enfants, la vie, c'est pas comme une flèche. Ah, la vie, c'est pas comme une flèche. Et pourquoi pas comme une flèche? Et pourquoi pas? Et pourquoi la flèche? Et pourquoi pas un truc, putain? Ça retraverse l'Atlantique, ça retourne, machin, ça arrive en Pologne. C'est le mec. L'autre, il est toujours pas mort. Il faut, putain, le type de New York. Il a dit que c'est pas une flèche. Il a dit, la vie, c'est pas qu'une flèche. Le rabbin, il regarde, il fait, ça peut aussi se dire comme ça. et ça, c'est génial. Et ça, c'est des histoires talmudiques. C'est-à-dire, c'est pas seulement une histoire drôle, c'est aussi une histoire qui te fait réfléchir. Les histoires drôles aussi, hein. Moi, on considère les histoires drôles comme très légères. C'est une erreur énorme. Énorme. Il y a plein de philosophie de vie dedans. Ben oui, c'est énorme, les histoires drôles. Donc, si tu veux, mon rapport à la spiritualité, il est là. Il est que... Et ça peut se dire aussi comme ça. Oui, exactement. Ça peut aussi se dire comme ça. Michel, on parlait de l'œuvre de Brel et de cette œuvre colossale dont on parle encore aujourd'hui. Vous pensez, vous, est-ce que vous allez laisser? Non, pas du tout. La postérité, c'est un truc qui vous parle ou absolument Non, la postérité. J'aimerais qu'on dise de moi que j'ai été un type qui a pêché des poissons, parce que j'aimerais arriver à pêcher des poissons, j'arrive pas. C'est ça votre truc. Ça fait à peu près 30 ans que je pêche et 30 ans que j'ai attrapé 3 poissons. Donc le prochain rêve de Michel Boujna, c'est pêcher des poissons. Oui. C'est un scoop que vous nous offrez ce matin. Ouais. Moi, j'ai plein de rêves. Je rêve de traverser l'Atlantique. Je rêve de faire un film que quand je me couche le soir, je me dis ça, c'était bien. Mais j'ai pas trouvé encore. Vous l'avez déjà fait, ça? Non. Oh, J'ai pas trouvé encore. Non. Bon. Alors, j'ai pas trouvé encore ni le spectacle ni le film que je veux faire. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais faire, c'est pas ce qui va se rester quand je vais mourir. Ce qui vous intéresse, oui, c'est le prochain spectacle. Non, ce que j'aimerais, c'est que quand je vais mourir, je vais te dire ce que j'aimerais. J'aimerais avoir bien appris à mes enfants ce qu'il faut pour être des êtres humains dignes. Voilà. J'aimerais qu'il y ait des mensch, comme on dit chez nous. À Tunis. En Tunis. Non, parce qu'on avait attrapé un Ashkénaze, on l'avait enfermé, il nous avait appris les mots. Et de temps en temps, on lui donnait à manger un peu de carte farcie qu'on faisait nous-mêmes. Mais il disait, pourquoi il y a des boulettes? Je comprends pas. Il y avait une boulette dans la carte farcie. Donc, c'est ça ma question. C'est qu'est-ce qui restera de moi pour mes enfants et éventuellement pour mes petits-enfants. Pour moi, c'est ça le plus important. Le reste... Aucune importance. Tout était... Non, pas d'importance. Mais c'est pas ça le plus important. J'y pense pas, en fait. C'est pas ça l'essentiel. D'abord, attends, je vais te dire un truc. Il y a un truc que t'as pas compris. Je pense pas du tout à ma mort. Mais alors, pas du tout. Non, je parlais de la postérité. Moi, mais la postérité, pour moi, c'est quand on est mort. Donc, je pense pas à ma mort. Et vous pensez pas à la postérité de votre vivant? Non, pas encore. Non, je ne ressemble pas à certains. Non, pas du tout. Michel, de la postérité au Panthéon, il n'y a qu'un pas que nous allons franchir allègrement. Et si c'est pas de l'enchaînement, ça, je ne sais pas, je m'y connais pas. On arrive à la place des grands hommes de Patrick Bruel que vous avez choisi dans ces chansons de votre vie. Alors, il y a 2 chansons de Patrick, parce que la place des grands hommes, je l'aime beaucoup, mais c'est surtout C'est la vie. Oui. Mais là, c'est la place des grands hommes que vous avez choisi aujourd'hui. Oui. C'est marrant, c'est une des rares chansons dont il n'a pas écrit le texte. Ah oui, je sais pas. Le texte est d'un comédien, Bruno Garcin. Oui. Une chanson, vous savez, qui a été écrite pour les besoins d'une émission de télévision. Ah oui. À l'époque, Patrick est l'invité de... C'est lui qui a écrit la musique ou pas? C'est lui qui a fait la musique. C'est pas Gérard? Non, c'est pas Prescurvic. C'est pas Gérard Prescurvic. C'est la vie. C'est la vie, c'est Gérard Prescurvic. Oui. Parole et musique. Ouais. Là, dans le cas présent, c'est Bruno Garcin qui était un copain comédien de Patrick. Il a fait la musique et Patrick Sabatier avait invité Patrick Bruel à son émission Avis de recherche. Vous savez où on vous remet tout que vous avez dû faire. Oui, j'ai fait tous les copains de classe, tous les copains d'école. C'est là que j'ai rencontré Raymond DeVos pour la première fois. C'était un très très beau moment de télévision. Et donc Patrick Bruel a l'idée, pour accueillir ses copains de classe, de les accueillir avec une chanson inédite. Et donc cette chanson a été créée la première fois sur le plateau de Patrick Sébastien. Il ne pensait pas à l'enregistrer, il ne pensait pas que cette chanson resterait. C'est devenu un de ses plus grands standards. Et cette chanson, elle évoque quoi pour vous, alors, justement? Elle évoque ce qui m'a, au fond, sauvé en France.
Ça veut dire mes camarades de classe que j'ai rencontrés à la fois à Bagneux et puis après à l'école alsacienne. Oui. Ça m'a sauvé. Vous êtes plus l'amitié que l'amour m'a sauvé, moi. Et L'amour après. Vous êtes plutôt très très fidèle en amitié. Oui. Vous nous parliez de Corinne Atlas qui est avec vous depuis votre toute première compagnie. Ouais. Non, bien sûr. L'amitié, c'est... je ne sais plus qui disait, l'amitié, c'est l'amour sans les emmerdes. Il y a quelqu'un dont vous parlez avec beaucoup d'émotion. Et moi, vous m'avez chopé un jour. Je vous écoutais en parler. C'est Pascal Elbé. Quand vous parlez de lui, c'est très émouvant. On dirait que vous parlez d'un frère que vous avez, d'un quatrième frère que vous avez. Oui, parce que on a Pascal et moi, on a eu une connexion et l'amitié, on l'a toujours évidemment. Oui. On se voit le plus souvent possible, on se parle le plus souvent possible, mais il y avait une compréhension de l'un et de l'autre qui est vraiment magique, quoi. Je veux dire, moi, je suis très très heureux qu'il fasse ses films aujourd'hui. Mais qu'est-ce que j'aimais travailler avec lui et écrire les scénarios avec lui, vraiment. Et l'aventure de père et fils avec Edmond Ben-Simon et lui a été... Je rêvais au fond de moi de ne jamais finir d'écrire ce scénario. Tellement on a mis 7 ans, mais on faisait un kiff. On travaillait une demi-heure par jour. C'était... Vous l'avez tenu, votre pari de courir sur la place de Triomphe à C'est dans le DVD de Père et Fils. Tout nu, il faut le chercher. Si ça passait on l'a caché, mais ça existe. J'avais dit 800 000 et je l'ai fait à 1,2 million. Et croyez-moi que quand on a atteint le million, il y a énormément de gens de l'équipe qui m'ont appelé en disant on est place de la Concorde, on t'attend. Et pour nos auditeurs, vous aviez pris le pari, si ce film dépassait les 800 000 spectateurs, de courir nu sur la place de la Concorde. Oui, parce que j'avais demandé à la Gaumont le point zéro du financement. Ils m'ont dit 800 000. J'ai dit donc à 800 000, vous perdez pas d'argent. Ils m'ont dit non. J'ai dit, si le film il fait 800 000, je cours tout nu place de la Concorde. Pourquoi ? Parce que dans le film, à un moment donné, il y a Charles Berling et Bruno Puzzolo qui disent à Pascal, si celle-là, elle arrive à guérir papa, tu vois, le champ là-bas, je fais le tour tout nu. Et donc voilà, et elle le guérit, genre. Et c'est vrai, elle le guérit, il n'était pas malade, donc c'était pas difficile. Et à ce moment-là, Pascal dit, le champ. Et ils vont courir tout nu. Et donc c'est resté. Entre nous, cette histoire de tout nu. 12 paris. Ouais. Alors, Patrick Bruel a vendu des millions de la place des Grands Hommes. À ma connaissance, il n'a pas encore couru tout nu place du Panthéon, mais ça ne nous empêche pas de l'écouter quand même. Oui, on va l'écouter. Place des Grands Hommes, le choix de Michel Boujna dans les chansons de ma vie sur Radio J. Après Patrick Bruel que l'on vient d'écouter, une autre artiste que vous avez choisie, une artiste d'exception, qui s'est illustrée à la fois sur scène et dans la comédie, comme Patrick Bruel, c'est Barbara. Barbara, c'est aussi évoqué Barbara, c'est encore évoqué Charlet Marouani. Et vous avez choisi de Barbara. Pour les 80 ans de Charlet, elle y avait fait cadeau un parapluie. Et pourquoi un parapluie ? Je sais pas. Il adorait ce parapluie, évidemment, c'était le parapluie que Barbara lui avait offert. Et il était cassé. Alors on savait pas qu'est-ce qui pourrait faire plaisir à Charlet, et j'ai demandé à France, sa femme. Elle me dit, si vous réussissez à faire réparer ce parapluie, ce serait une bonne idée. Donc j'ai cherché un parapluieur. Un parapluie, ça existe, ça ? Oui, c'est comme ça. Un parapluieur. C'est comme ça que ça s'appelle. Un parapluieur, oui. Écoutez, je vois au moins appris quelque chose. Notez-le. Un parapluteur. Un parapluteur. Vous l'écrivez en un seul mot ? Non, en 3 mots. Parapluteur. Ou parapluteur. Et j'en ai trouvé un près de l'Opéra à Paris. Il a réparé le parapluie de Barbara, enfin de Charlet que Barbara lui avait offert. Et on l'a offert, il était très, très ému. Là aussi, ces histoires d'amour, de tendresse, de fidélité. Vous savez ce qui fait est-ce que vous connaissez cette histoire, vous qui adorez tout ça ? Dites-moi. Ce que faisait Charlet Marouani quand Brel et Barbara chantaient en même temps à Paris. Non, mais vous allez me le dire. Brel chantait toujours à l'Olympia. Oui. Barbara toujours à Bobino. Oui. Il exigeait que Barbara commence à 8h et Brel à 8h30. Comme ça, il pouvait aller aux deux.
il était à côté de Barbara, il l'embrassait. Elle rentrait sur scène. Elle rentrait sur scène, il écoutait le début de la chanson, il prenait un scooter, il fonçait à l'Olympia, Brel était en train de vomir comme tous les soirs avant de chanter, il le prenait dans ses bras, il lui disait vas-y, et Brel rentrait en scène, il fonçait à Bobino. Parce qu'à l'époque, les gens chantaient pas 2 heures comme aujourd'hui, parce qu'il y avait la vedette, machin, tout ça. Et truc, Barbara sortait de scène, il lui disait, mais c'est une merveille. Jamais t'as été aussi bien que ce soir. Jamais. Je t'ai jamais vu comme ça. Ok ? Il embrasse Barbara. Il repart à l'Olympia embrasser Brel en disant c'est une merveille. Et le plus drôle de l'histoire, c'est que et Barbara et Brel savaient tout ça. Et jouaient le jeu. Et personne ne disait rien. Il disait vraiment, tu trouves que j'ai été bien ce soir ? Oui, tu as été bien. Michel, vous connaissez l'histoire. C'est magnifique. De Brel et Barbara qui demandent à Charlet de venir visiter un appartement. Ils ont décidé d'acheter un appartement ensemble et ils visitent un appartement et Charlet les conseille. Oui, il faudrait casser cette cloison, il faudrait faire ci. Et Charlet, à ce moment-là, attendait un enfant. Attendait sa fille aînée. Et donc, au bout d'un moment, il comprend que cet appartement, ils sont en train de l'acheter pour lui. Mais il ne savait pas. C'est des histoires d'amitié et d'amour absolument incroyables. Et quand Brel a acheté son avion, oui. Il a donné les clés à Charlie, il a dit c'est à toi. Cette chanson est ma plus belle histoire d'amour, c'est l'histoire de la consécration de Barbara, qui est en première partie de Brassens, à Bobino, en 65, et ce soir-là, le public est là pour elle. Vous savez qu'au début, elle voulait pas chanter sur scène, hein, quand elle a tout démarré. C'est Olivier, comment il s'appelle c'est Georges Zetoun. Oui, Olivier qui était le tourneur. Et parce que Zetoun, c'est Olivier. Il faut qu'elle monte. Il lui disait, il faut que toi tu fasses un spectacle et tu chantes et tout ça sur scène. Elle voulait juste composer pour les autres. Exactement. Et c'est toute la même bande, hein, tout ça. C'est toute la même bande. Charlet, Georges Olivier, Félix. C'est, on va dire, c'est l'âge d'or de. Mais c'est pas vrai, parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez des gens comme Juliette Armanet, bien sûr, quand vous voyez des humoristes qui arrivent et qui ont énormément de talent, il y en a beaucoup. Ce sont d'autres familles d'artistes. C'est d'autres familles, je veux dire, c'est d'autres choses. Et plus tard, quand ils auront ils pourront raconter. Ils auront la nostalgie de leur. Exactement. Donc, mais bon, c'est bien de pas l'oublier. Mais cette soirée, c'est comme les Magnifiques, au fond. C'est bien de pas oublier, parce qu'on est le fruit de tout ça. C'est comme une chaîne, on est le fruit de tout ça. Et la mémoire est essentielle. Michel, cette soirée où vous avez vu le public, où vous vous êtes dit, ce soir, ça y est, c'est bon. Ce que raconte Barbara dans cette chanson, vous l'avez vécu, vous, votre histoire, cette chanson-là, vous l'avez vécue, vous, sur scène ? Ah oui. C'était quand ? Ce soir où vous vous êtes dit, ça y est, c'est bon, le petit coin de ciel est en train de s'ouvrir. La première des Magnifiques au Splendide, c'est sûr, parce que Albert, c'était encore trop frais. Oui, c'était votre premier spectacle. La première, la représentation, bizarrement, c'est pas à l'Olympia, c'était à l'ancien Palais des Festivals à Cannes. Oui. En fait, ce qui se passait, c'est que on avait signé Charlet et Di Marwani, oui, toute la bande, ils voulaient tous que je fasse l'Olympia. Et moi, je disais même pas en rêve. Je venais de faire 2 ans au Splendide. J'avais signé, je devais faire le coup fin, je ne l'avais pas encore tourné. Oui. Et j'ai dit non, je ne ferai pas l'Olympia. Vous m'énervez, c'est trop grand, j'ai pas envie, moi je veux un théâtre. Bon, il faut que tu fasses l'Olympia. Non. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Ils disent, bon, d'accord. Jean-Michel Brice vient me voir, il me dit, mais pourquoi tu fais pas l'Olympia ? Je dis, mais monsieur, c'est trop grand pour moi, c'est pas bien pour moi. J'ai peur. Et puis, elle est tournée, je vois sur les dates, je vois Cannes. Bon. Et je lui dis, c'est quoi Cannes ? Je joue à quoi ? Je ne savais pas qu'il y avait un théâtre là-bas, machin. J'avais joué en plein air, moi, là-bas, bien avant. J'arrive à Cannes, dans l'ancien Palais des Festivals, qui était 10 fois mieux que le nouveau. Hein. Il y a 2000 places, comme par hasard. Comme à l'Olympia. Okay, c'est complet. Je vous rentre dans la salle, je vois la salle, je ressors tout de suite, je dis à Charlie, je joue pas, moi, là.
Il me dit, mais t'es malade? J'ai dit, je joue pas ce soir, moi, c'est trop grand. Trouvez-moi un théâtre avec eux. On va faire 2 jours, 3 jours si vous voulez. Moi, il faut expliquer au public, ce soir, je joue pas. Et je m'en vais à l'hôtel. Il est 4h30, 5h l'après-midi. Théoriquement, c'est alors que je fais ma balance. Bien sûr, donc là, il commence à... Et alors, il vient me voir, il fait, Michel, c'est complet. Essaye une fois. Essaye une fois. Il arrive à vous convaincre. Ouais, je joue. Carton. Je joue. Je veux plus sortir de la scène. je veux plus. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Je me souviendrai toute ma vie. Il y avait un mec au premier rang, il avait des lunettes de soleil. Genre des Ray-Ban, tu sais. Il était peut-être aveugle, le mec. J'ai dit, t'es venu incognito, la vérité. Tu n'as pas voulu qu'on te reconnaisse. Le problème, c'est que t'es le seul à avoir une paire de lunettes comme ça. Et c'est ce soir-là que tout le monde va te reconnaître quand tu vas sortir. On avait ri. On s'était amusé. C'était émouvant. C'était beau. Et là, vous vous êtes dit, c'est possible. Qui y avait en coulisses quand je suis sorti? Qui y avait dans ma loge? Jean-Michel Boris. Eddie Marwani. Charles Marwani disaient, avec un contrat à la main. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Tu vas nous dire non, peut-être. Donc voilà, j'ai dit, ouais, mais finalement, c'est peut-être pas mal l'Olympia. et c'est comme ça qu'on a fait l'Olympia. Et je pense que cette représentation-là a été déterminante pour vous. Ah, c'était incroyable. Faut se rappeler qu'à ce moment-là, il n'y a pas le phénomène des stand-up aujourd'hui, il n'y a pas... Non. Il n'y a pas tout ça. C'est-à-dire que arriver à faire ça, à ce moment-là, il n'y a pas la télé comme ça, il n'y a pas... C'était un exploit. Il n'y a pas Instagram, il n'y a pas machin, il n'y a pas les trucs, il y a des mecs, des humoristes aujourd'hui, ils ont 1 million de followers, ils n'ont pas besoin d'aller à la télé, ils n'ont pas besoin de rester 8 jours avec toi à la radio. 8 jours, non, c'est 15 jours. Ça fait pas 8 jours qu'on est là. C'est 15 jours. Non, donc, il n'y a pas tout ça. Michel, il y a juste... 8 jours, mais 8 jours agréables quand même. Ah, c'est un kiff. Ah bon, merci, Jules. J'ai l'impression qu'on est arrivé ici à 8 jours. Le seul problème, c'est que on n'a pas encore mangé, j'en peux plus. Ça fait 8 jours que j'ai pas mangé. Donc, il y a une... Oui, vous étiez novateur. Vous étiez novateur. Oui, c'est ça. Donc, arriver à ce moment-là, moi, petit juge tunisien, à faire qu'il y ait 2000 personnes dans la salle, et dans cette Ah oui, je dois enlever mon pied parce qu'il y a une caméra devant. Voilà, et donc, en souvenir, magnifique. Alors Michel, grand souvenir. En souvenir de cette représentation. Le lendemain, il faisait beau en plus. On était à Cannes, il faisait beau. J'avais mangé sur la plage. Quelle plage? J'avais loué un petit bateau, on a acheté des sandwichs, on a mangé sur le bateau comme à Tunis. T'es malade, toi, quelle plage? Michel, en souvenir de ces sandwichs mangés sur le petit bateau que vous aviez loué le lendemain, ma plus belle histoire d'amour de Barbara qu'on écoute tout de suite. La dernière chanson de cette charmante petite liste et de ces 6 heures d'émission passées avec vous, Michel. Alors, chers auditeurs de Radio J, c'est une émission qui va se dérouler sur 1 mois. Tous les jours, entre 8h et midi, c'est moi. Voilà. Et l'autre fou en face de moi, c'est tout. Invité exceptionnel pendant le semestre qui vient, Michel Boujna sur Radio J. Michel, je rappelle votre rendez-vous avec le Théâtre de la Madeleine, avec les spectateurs qui vont venir vous voir du 26, donc vous avez démarré le 26 janvier jusqu'au 5 mars, mais là c'est pour la première salve. On a bien compris que ces adieux allaient durer 20 ans. Puisqu'on parlait de Dieu tout à l'heure, que Dieu t'entende. Alors, mais je ne peux pas aller au-delà de toutes les façons. Je peux pas. Si jamais ça que ça marche, il y a des dates parce que je dois tourner des films. Oui. Donc, bon, mais au moins quand même jusqu'en 2032, quoi, à peu près. Non, de toutes les façons, je vais pas lâcher les adieux. Enfin, je vais pas arrêter les adieux des magnifiques comme ça. Hein. Non, je vais faire on a bien compris. Je vais faire un kiff. Je vais jouer. Alors, j'adore jouer ce spectacle. J'adore Simone. La demi-heure de Simone, vous pouvez pas savoir. Mais même tous. Mais vous en parlez. Je fais un kiff. Je m'amuse comme un fou. Dans vos yeux. Et après Molière, et je viens pourtant de vivre une aventure incroyable avec l'Avare. Donc ça va me faire drôle d'être tout seul, hein. Et sur scène et dans les coulisses, parce que je viens de passer 3 ans avec une troupe. Il y a quelques amis qui vont venir dans les coulisses quand même, ils vous laissent pas. Non, non, non. Vous voulez pas. Non. Personne. Non. Avant le spectacle. Déjà, quand je sais qu'il y a des gens dans la salle. Mais pourquoi vous repoussez le micro là-dedans? Parce que je m'avance. Je fais ce que je veux.
Non, parce qu'on va pas vous... C'est notre... Parce que je vais m'allonger sur la C'est ça, table. vous allongez. Alors, Michel, avant que vous allongiez, une question que je pose à tous mes invités. Quel est le plus beau cadeau que ce métier vous ait fait à ce jour? Le droit de le faire. Le droit de le faire. C'est magnifique comme réponse. Michel, on se retrouve donc pour le semestre prochain. Absolument. Et qu'on enregistre la semaine prochaine. Absolument, parce qu'on n'a pas fini. Mille merci. On a relativement peu parlé de ma mère, donc je vois pas pourquoi je reviendrai pas. Écoutez, on va prendre rendez-vous tout de suite. Oui. Merci beaucoup, Michel. À bientôt. À très vite. Je vous Merci. embrasse.